bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vais commencer par m'excuser ou nous excuser, parce que d'habitude, on vient quand même m'avoir à monter au fur et à mesure. On vient avec une série de livres, pour que si vous en avez envie, vous puissiez les acheter. Mais bon, j'espère que vous êtes tous au courant, il y avait une petite manifestation aujourd'hui à Bruxelles, et donc voilà, ça nous est sorti de la tête et on s'est organisé, mais comment? Et donc, mais bon, le livre peut se commander très facilement sur le site du CLTM, sur le site de la FGT Wallonne, sur le site du CEPAC, sur le site de On veut savoir UABE. On peut m'écrire pour le commander, il est dans toutes les librairies, donc c'est possible de le trouver si vous en avez l'envie. J'ai quand même, j'en ai distribué à la manif, mais il m'en reste. Ici, un petit folder de présentation de la question. Boomerang, ça s'appelle, et ça résume le livre en une page. Donc il y en a peut-être qui n'aiment pas lire. Et ben, vous avez le livre là. Et il est gratuit. Je ne sais pas si... Moi j'en veux bien un, même que j'ai le livre. Mais donc j'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. Sinon, c'est possible aussi d'en trouver assez facilement au CLTM Luxembourg ou ailleurs, à la FGTB, au CEPAG, etc. Et alors pour ceux qui n'aiment pas lire un livre et qui n'aiment même pas lire une page, il faut savoir qu'on a créé, dans le but que Joël disait, le but c'est vraiment de toucher un maximum de personnes et d'ouvrir un maximum de conscience. Comme vous le savez, fin de l'année 2012, un sondage est sorti, on en a quand même un peu parlé, pas assez à mon goût, mais qui disait que 80% des Belges sont en faveur d'un impôt sur la fortune. Bon, c'est pas parce que 80% sont en faveur qu'il est là, on le saurait si on avait vraiment mis un impôt sur la fortune, mais quand même, c'est quand même, je suis persuadé, le résultat d'un travail de longue haleine, de plusieurs années, où maintenant, alors qu'il y a toujours quand même cette idée, ben non, les riches, ils ont gagné de l'argent, ils ont su trouver les opportunités, il ne faut quand même pas leur prendre trop, etc. Mais en Belgique, il y a maintenant 4 personnes sur 5 qui pensent qu'il faut mettre un impôt sur la fortune. Nous, c'est un de nos objectifs fondamentaux dans le cadre de cette campagne, qui ne va pas être une campagne de quelques mois, qui va durer jusqu'à ce qu'il faudra, mais en tout cas, on est déjà dans une perspective 2013-2014, dans les 2 prochaines années, pour essayer d'arriver à ce que Joël a très bien dit aussi, c'est, ben oui, il faut payer la dette. Non, on veut que 80% des gens pensent que cette dette, en tout cas, elle pose question, elle est sans doute illégitime et on n'est pas d'accord de la payer entièrement. Il faut que ce soit les responsables, ceux qui ont profité de la dette, à qui profite la dette, ceux qui en ont profité, qui payent la note et non pas les citoyens. Donc ça fait partie de nos objectifs. Moi, je vais vous présenter un petit PowerPoint. Bien sûr, ce PowerPoint est disponible. Je vous donnerai mon adresse email, mais si vous voulez l'avoir, je vous l'envoie, vous l'utilisez, vous le transformez. C'est toujours mieux de citer la source quand c'est un graphique, etc. Mais c'est à vous, je veux dire, on n'est pas là pour... Et par ailleurs, donc, ce que je disais, c'est ceux qui n'aiment pas du tout lire, on a créé plusieurs outils, dont un petit dessin animé qui dure 4 minutes et qui résume le livre. Enfin, qui résume le livre, oui, on peut dire ça. Il n'y a pas tous les éléments non plus, mais globalement, il résume la question de la dette en quelques minutes. Est-ce que tout le monde l'a vu? Si tout le monde l'a vu, on ne le regarde pas, mais j'imagine que... il est sympa, on peut le revoir. Il est sympa. Ben, moi, je commence. Non, mais je donne 3 conférences par semaine pour l'instant, et donc, très souvent, je vois ce dessin animé. Je peux vous le faire, si vous voulez. Et donc, je propose, en plus, ça va me permettre, comme j'ai envie avec vous ce soir, de prendre du temps sur les 2 dernières questions. Je vais essayer de... Je ne prends pas 10 questions de livre, j'en prends 6 et que je rassemble. Mais j'ai envie de mettre l'accent avec vous, si vous en avez envie, sur plus les alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Comment ne pas payer, etc. Plutôt que sur d'autres éléments qui sont importants, mais que je pourrais passer parce qu'ils sont très bien expliqués de manière pédagogique dans les dessins animés. Donc je propose qu'on le fasse. La Belgique, c'est moule. C'est frites. Diable rouge. Son paradis fiscal pour les riches. Et santé publique. C'est quoi le stud avec la dette publique?
Ben, le stud, c'est qu'on doit se serrer la ceinture pour la rembourser. Pareil qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, que maintenant, il faut faire des économies. En tout cas, c'est ce qu'ils disent à la télé. Oui, tu parles. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il faut faire des sacrifices et que ça ira mieux demain. On entend toujours, hein. Bon, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Ils disent ça pour faire passer la pilule, hein. La pilule. Oui, l'austérité, les sacrifices, les plans coupe, faut couper dans les dépenses publiques, couper dans les soins de santé, couper dans les salaires, couper dans les pensions, couper dans la culture, couper dans les chômeurs. Oui, mais bon, c'est vrai que tout ça coûte cher, hein. Mais non! Regarde, depuis 30 ans, les dépenses publiques sont restées stables par rapport à la richesse produite. Et c'est la Banque nationale qui le dit, hein. Au-dessus de nos moyens, mais mon œil. Ah bon? Ben pourtant la dette a explosé. Si c'est pas nous, c'est qui alors? Attends, reprenons. Pour assurer le bien-être de la population, l'État doit faire des dépenses. Pour ça, il a besoin de nos impôts. Oui. Et si ça suffit pas, il peut emprunter. Logique, sauf que moi je suis d'accord de payer mes impôts pour tout ça. Mais quand je vois que des entreprises comme Electrabel ou ArcelorMittal font des milliards de bénéfices et que ne payent quasiment pas d'impôts, ça me dégoûte, hein. Ah ouais, et on est bien d'accord. D'autant que le gouvernement fait un paquet de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Et aux très riches aussi, entre parenthèses. Et ça veut dire moins de recettes. Ben alors comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer tout ça? Eh ben c'est justement pour ça que l'État s'endette. Et les conneries de Fortis, Dexia et compagnie, ça aussi ça a coûté un pont à l'État, hein? Il a aussi fallu emprunter pour sauver les banques. Et emprunter à qui? Aux banques, qu'ils ont racheté une deuxième fois. Et boum la dette, et boum les intérêts. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit que la dette c'est de notre faute? Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? Il n'y a pas d'alternative. Serrez-vous la ceinture. Le blanc vous aidera à réduire votre dette. Coupez ici. Signez là. Oui, c'est qui ça? Ben, c'est la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. On appelle ça la Troïka. La spécialité de ces gens-là, c'est le massacre à la tronçonneuse, hein. Austérité, privatisation, casse sociale. Les Grecs, demande-le, ça en savent quelque chose. Troïka, tu dis. Et ils sont élus par qui, ces fous furieux? Ben, pas personne. Ben alors on s'en fout. Ouais, enfin, c'est pas si simple. Le gouvernement a abandonné volontairement une partie de son pouvoir, cette Troïka. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'a plus le choix. Il obéit, il signe, il coupe, il applique l'austérité. Mais c'est dégueulasse. Mais un peu, mon neveu, que c'est dégueulasse. Ben, en plus, ça ne marche pas. Les Grecs, ils vont du coupe-coupe depuis 3 ans et leur dette n'a jamais été aussi impayable. Impayable. Et quoi? Demain, ça va être notre tour alors. Et si on arrête de payer, qu'est-ce qu'ils foutent? Impossible, impensable. Il n'y a pas d'alternative. Impossible, impensable, impossible. Pourtant, dans d'autres pays, on l'a fait et il n'y a pas eu de catastrophe. Impossible, Bon, toi, la impensable. ferme. Nous, on veut bien rembourser la partie légitime de la dette, celle qui profite à tout le monde, mais pas plus. Alors, combien ça fait? Bonne question, ça. On n'a qu'à faire une enquête. Un audit, quoi. Un audit? Qu'est-ce que c'est ce drôle? Un audit de la dette. Ça sert à l'analyser en profondeur. Pour savoir d'où elle vient, qui la détient, de quoi elle est faite, et etc. Partout en Europe, des gens comme vous et moi se mobilisent. Ils mettent en place des audits citoyens de la dette publique pour savoir si c'est vraiment à nous de payer l'addition. Et pour savoir en fin de compte à qui profite cette dette. Alors, vous autres aussi, vous voulez savoir? Oui, 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 on veut savoir.be. Ouais. Bravo à celui qui l'a fait. Hein. On a été, c'est toute une équipe. Ben, bravo à l'équipe, hein, parce qu'il est super. Merci. Tu mets en... Et en fait, en regardant le dessin animé, j'avais envie, je descends. Ça m'a fait penser à ça en voyant les Grecs, parce que je lisais un article dans le train en revenant de Bruxelles. Donc je trouve que ce dessin-là résume bien la situation d'aujourd'hui. On va vers une catastrophe économique et sociale. C'est tellement gros, ça va lentement, c'est énorme, mais c'est là qu'on est. Et effectivement, la Grèce est en train de plonger. Je ne sais pas si on en parle peu dans les médias, on entend un peu que la Grèce est compliquée, etc. Mais
la situation des Grecs, c'est tout à fait incroyable. Donc maintenant, on disait non, on ne peut pas parler de famine, il y a des maintenant, de plus en plus, on parle d'une situation de famine, où il y a des administrations publiques qui distribuent de la nourriture, et c'est tous les jours des milliers de personnes qui se battent pour avoir un Coca Light et un peu de purée. Donc il y a eu des agriculteurs qui sont venus il y a une semaine pour distribuer, je crois, je ne sais plus combien, 50 tonnes de pommes de terre. Il y a eu des émeutes. Les gens en Grèce ont faim. 50% des hôpitaux publics ont fermé. Les gens, et donc on appelle ça les néo-pauvres ou les pauvres avec iPhone, parce qu'il y a encore quelques années, ils vivaient dans une situation où ils s'étaient super endettés, et c'est le système qui voulait ça aussi, avec des crédits à la consommation énormes, et se retrouvent maintenant expulsés de leur maison, sans aucun, parce que on parle des allocations de chômage ici en Belgique, mais en Grèce, c'est 1 an. Après, plus rien. On ne sait plus payer sa maison, on est à la rue. Et il n'y a aucun filet de sécurité sociale. Donc on vit dans une situation, le nombre de SDF a augmenté de 25% ces 2 dernières années en Grèce. C'est dramatique. Les gens, depuis des années, disent que la Grèce ne doit pas rembourser la dette, doit faire une suspension de paiement, doit refuser les conditions imposées par la Troïka, qui disent, comme vous avez des dettes avec des créanciers, on veut bien vous aider, vous prêter de l'argent, mais à condition de mettre en place les politiques qui vont vous sauver. Ces politiques-là n'ont jamais marché, ne marchent pas. Elles ne marchent pas pour la Grèce, elles ne marchent pas pour l'Espagne, elles ne marchent pas pour le Portugal, ni pour l'Italie. Et tout le monde va à la catastrophe. Parce que, évidemment, quand les économies du Sud sont touchées, comme le commerce intra-européen, c'est la majorité des échanges commerciaux, vous avez tous les pays qui plongent. Donc, je commence par ça, parce que si on termine par ça, c'est un peu à la fin, on se dit... Non, il faut se dire, donc, c'est tout simple, il faut changer de direction. Alors que les gouvernements européens n'entendent pas ça, on peut chercher à comprendre pourquoi ils sont soumis à la finance, pourquoi ils n'ont pas le courage politique, pourquoi est-ce qu'ils sont convaincus, aveuglés par l'idéologie néolibérale. On peut se poser ces questions-là, mais nous, en tout cas, citoyens, militants, éducateurs populaires, on doit travailler à faire pression, à construire un mouvement social qui oblige les gouvernements à changer de direction, parce que sinon on va à la catastrophe. C'est pas qu'on ne critique pas pour critiquer, et donc non seulement il faut changer de direction, mais après il faut dire vers où il faut aller. Et donc c'est très important effectivement de critiquer ça et d'analyser correctement ça, et puis après il faut montrer vers où on peut aller et quelles sont les solutions possibles. Voilà. J'avais envie de commencer par ça pour ne pas finir et déprimer tout le monde. Et sinon, venons-en au cœur du sujet, donc je vais parler de la dette publique belge essentiellement. Je propose d'essayer de répondre globalement à ces 6 grandes questions-là. Je ne saurais pas toutes les développer, chaque question pourrait prendre une demi-heure, donc il va falloir faire des choix. Donc pourquoi s'intéresser à la dette publique? D'où ne vient pas la dette publique belge? D'où vient la dette publique belge? Faut-il toujours rembourser une dette? Et si on arrêtait de payer, que se passerait-il? Et après l'audit et l'annulation, quelles alternatives? Bon, en fait, et je commence par le 6, en disant que, à mon avis, on n'aura pas le temps d'y arriver, donc je dis 2 mots, qui sont très importants, parce qu'on fait toujours face à cette critique, qui est de dire, oui, mais de toute façon, l'annulation de la dette, bon, on peut annuler la dette, ça ne va pas... tout d'un coup changer la situation des pays et ce n'est pas la solution miracle. Et là on peut répondre très clairement, oui c'est vrai. L'annulation de la dette des pays du Sud ou d'un pays européen, ce n'est pas la solution miracle. C'est un angle d'attaque, c'est une étape pour nous fondamentale, nécessaire mais non suffisante. Il faut combiner, et c'est ça globalement par rapport aux alternatives, je crois qu'il ne faut jamais analyser une alternative de manière isolée. Il faut toujours se dire que cette alternative-là doit se combiner à d'autres et s'intégrer dans une direction, quand je parlais de direction tout à l'heure, un modèle, une direction cohérente.
Parce que sinon, on se retrouve dans des situations comme par exemple, quand on dit on est pour l'impôt sur la fortune, et on dit, ah non, attendez, si la Belgique met un impôt sur la fortune, qu'est-ce qui se passe? Les capitaux vont partir. Ah, ça y est, on s'arrête. On s'arrête alors, on ne parle plus de ça. Il faut trouver une autre. Non, non, il faut un impôt sur la fortune, et on se pose des questions. Est-ce qu'on peut ne pas faire partir les capitaux? Est-ce qu'ils vont vraiment partir? Est-ce qu'il y a des pays qui ont mis en place un impôt sur la fortune? Est-ce que les capitaux sont partis? Est-ce qu'ils ont mis en place des mesures pour les empêcher de partir? Est-ce que la liberté de mouvement des capitaux est tombée du ciel ou ça a été une décision, un choix politique conscient de permettre aux détenteurs de capitaux de placer et de faire voyager leurs capitaux d'un pays à l'autre sans aucune réglementation? Oui, donc voilà. Et donc on dit, ah, il faut donc combiner un impôt sur la fortune avec un contrôle des mouvements de capitaux. Et là, on est tout de suite dans une autre dimension. Et puis on peut alors essayer d'enchaîner et comment dire, d'articuler un ensemble d'alternatives pour proposer quelque chose de cohérent. Mais donc ça c'est important de bien comprendre qu'ici on va parler de la dette publique belge, mais on est conscient entre nous que l'annulation de la dette, ce n'est pas la solution miracle. Voilà, donc le 6 est fait et on le développera si on a le temps d'y arriver. Alors pourquoi s'intéresser à la dette publique? Ben, là, Joël a déjà donné des éléments de réponse très importants, je vais y revenir assez rapidement. C'est un mécanisme de transfert de richesse du travail vers le capital. Je donne un chiffre, je pourrais en donner beaucoup, j'en donne que un. Depuis le traité de Maastricht, donc depuis 20 ans, 1992, la Belgique a payé aux créanciers en intérêt de la dette 313 milliards d'euros. 313 milliards d'euros. C'est un montant considérable, donc les intérêts, pas le capital. 313 milliards d'euros. Ce système est programmé pour ne jamais s'arrêter. Ce transfert de richesse est programmé pour ne jamais s'arrêter. Que ce soit dans le sud ou dans le nord. Parce qu'il y a des techniques qui s'appellent du rollover. Et on remplace les anciennes dettes par de nouvelles, avec de nouveaux intérêts à payer. Et en fait, je vais le montrer, l'État belge n'a jamais eu vraiment l'intention de devenir indépendant par rapport au marché financier. Si, dans la logique où on n'est pas en train de rembourser une dette, on est en train de payer de manière infinie des intérêts aux capitalistes qui ont prêté à la Belgique. Alors, deuxième élément, et ça tu as très bien, y compris tu as donné l'exemple que je vais donner maintenant, c'est la première dépense de l'État. On ne dit pas, parce que en général, on ne considère que le paiement des intérêts de la dette. Tu l'as dit, c'est très juste. Le paiement aujourd'hui des intérêts de la dette, c'est 13 milliards d'euros. Mais, est-ce que l'État rembourse le capital? Oui, il le rembourse. Comme vous, quand vous faites un emprunt, vous payez des intérêts et vous remboursez le capital. Donc l'État rembourse intégralement le capital qu'il emprunte. Alors comment il le fait, ça c'est une autre question, mais il le rembourse. Et donc si on prend en compte les intérêts de la dette et le remboursement du capital, on arrive à environ 45 milliards d'euros de remboursement aux créanciers chaque année. Alors quand on entend qu'il n'y a plus de sous pour ceci, pour ce projet-là, etc., il faut savoir que chaque année, l'État belge utilise 45 milliards d'euros, en 2010 c'était 44,6, pour payer les créanciers. Le capital, arrivant à échéance cette année-là, et les intérêts de la dette. Et effectivement, c'est très intéressant de comparer cela à d'autres. Bon, moi ici je le compare aux allocations de chômage, parce que ça on a aussi un travail à faire très important, qui est de lutter contre l'idée que les chômeurs ça coûte quand même cher. Ils nous coûtent cher ces chômeurs, de payer à rien foutre, ces fainéants qui ne cherchent pas du travail. Hein. Mais le budget global de l'ONEM, donc y compris les créditants, etc., donc les pauses carrières, donc le budget global de l'ONEM, c'est moins de 7 milliards d'euros. 3% du budget belge. Ce n'est pas les chômeurs qui coûtent cher, ça va, ça c'est clair. Et je reviens d'abord là. Et donc on peut faire ça, hein, les 44 milliards, 7 milliards, c'est quasiment 7 fois le budget des chômeurs.
Et puis après, on se pose une autre question qui est très importante, c'est qui sont les responsables de la crise? Est-ce que c'est les chômeurs qui ont inventé les CDS, les CDO, les produits dérivés, les montages financiers qui ont abouti à une crise financière mondiale, qui a provoqué une crise économique mondiale et qui est en train de plonger l'ensemble de la planète dans la catastrophe sociale? Ce n'est pas les chômeurs qui ont fait ça. Pourtant, on les attaque très durement. Vous le savez, là, c'est les chiffres de la FGTB, mais je crois que c'est même les chiffres, comment dire, minimum. C'est minimum 50, 60 000 personnes en plus liées à la réforme chômage qui vont tomber dans la précarité en Belgique en 2013. Tout ça avec combien d'économies? Parce qu'il y avait l'idée de les remettre au travail, bien sûr, parce que vous le savez, il faut les remettre au travail. S'ils ne trouvent pas de travail, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Or, les chiffres le disent clairement. Pour une offre d'emploi, une offre d'emploi, il y a 35 demandes en Belgique. Donc, vous pouvez faire le compte comme vous voulez, il n'y en a que 1 sur 34 qui trouve. Même si, donc, ça, c'est impossible mathématiquement de faire autrement. On peut dire qu'il y a un chômeur fainéant dans l'histoire, mais de toute façon, sur 35 demandeurs, il n'y a qu'une offre en Belgique. Ça, c'est la moyenne nationale. Et combien d'économies? 0. D'accord? Ils l'ont confirmé. Le gouvernement a confirmé qu'ils feront 0 € d'économie sur la réforme chômage. Maintenant, ils disent oui, c'est pas pour ça qu'on l'avait fait. Au début, ils le faisaient quand même pour ça. Hein, en disant ça nous coûte trop cher, etc. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire 0? Ben parce qu'ils ont beau expulser des gens, avec la crise économique qui arrive, le nombre de gens qui rentrent au chômage va faire en sorte qu'ils vont quand même devoir payer d'autres personnes qui perdent leurs emplois. Et donc, ils vont faire 0 € d'économie. Donc, on les attaque durement. Et ici, service de la dette, les créanciers. Alors là, tout de suite, on donne un élément. C'est qui détient ça? Pour 2%, on croit souvent que c'est les Belges. Hein. C'est les Belges qui détiennent la dette publique belge. Et donc, si on annule, ça va faire mal aux Belges. Ici, 98% des gens qui détiennent la dette publique belge, ce sont les grandes institutions financières. Grandes banques, grandes compagnies d'assurance, fonds de pension, fonds spéculatifs, des grosses institutions, environ 15 des banques comme Barclays aux États-Unis, etc. C'est des grandes institutions. Et il y a 2% de bons d'État que vous avez achetés peut-être le 15 novembre 2012. Vous faites partie des 2%. Donc c'est pas... et ceux-là, c'est bien eux, c'est bien les grandes institutions financières qui ont provoqué la crise quand même. Ça, tout le monde l'accepte maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien? Non, mais c'est rien de rien, c'est même pas rien, c'est qu'il n'y a pas de débat. Trouvez-moi, s'il vous plaît, je vous le demande, un exemple où on a dit, tiens, c'est quand même bizarre, il ne faudrait pas rembourser la dette puisque c'est eux les responsables. On ne débat même pas de ça. On ne débat jamais, ni dans les médias, ni nulle part, du fait qu'on pouvait faire des économies sur le fait que c'est les responsables de la crise, hein, et donc qu'on leur donne 44 milliards chaque année. Ça, il n'y a pas de débat. Et donc, c'est un des objectifs de cette campagne à qui profite la dette, c'est de lever le tabou. C'est de dire on ne peut pas se contenter d'attaquer tout le monde, tous ceux qui ne sont pas responsables de la crise, et les responsables de la crise, rien. Non, ça, il faut les payer. 44 milliards, ça, c'est non négociable. Hein, donc, on est dans cette situation-là. Donc, c'est fondamental, vraiment, de s'emparer de cette question parce qu'elle a des conséquences très, très importantes. Et alors, ça tu l'as très bien dit, je le répète juste, mais c'est un outil de domination politique, effectivement, comme Joël l'a dit, c'est au nom du remboursement de la dette qu'on applique aujourd'hui toutes les politiques qui ne marchent nulle part. C'est la dette est trop importante, on a des déficits trop importants, donc on est obligé d'appliquer l'austérité. Et donc, voilà, donc c'est le cœur même, c'est l'argument clé qui est utilisé par tous les gouvernements européens, donc on ne peut pas se dire, non, la dette publique, c'est pas un problème. Alors, j'en viens à la deuxième question. D'où ne vient pas la dette publique belge? C'est expliqué dans le dessin animé, mais ça me paraît important d'y revenir rapidement, parce que cette phrase-là, je suis sûr, ça, tout le monde l'a déjà entendu, les Belges ont vécu au-dessus de leurs moyens. Et ne vous inquiétez pas, les Portugais l'entendent, les Espagnols l'entendent, les Italiens l'entendent, les Grecs
c'est les Grecs, mais ils ne foutent rien depuis des années. Hein, ils ont vraiment... hein. Et ça, c'est le seul argument qui est utilisé aujourd'hui par les économistes et les dirigeants politiques pour justifier le fait qu'on doit se serrer la ceinture et diminuer notre train de vie. C'est le seul argument. Et est-ce qu'il est étayé par des chiffres? Non. Vous avez des gens comme Bruno Coleman qui vous répètent à la radio, une fois par semaine, dans des conférences, les Belges ont vécu au-dessus de leurs moyens, donc il faut mettre l'austérité. Mais jamais ils me disent d'où est-ce qu'ils sortent ces chiffres-là. Donc nous, et ça je le dis tout, j'en profite pour faire une digression, mais ce livre-là est une production collective, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la rédaction de ce livre, au niveau du contenu, de la forme, etc. Et donc quand je dis nous, je parle bien de toutes les personnes qui ont collaboré à ce travail. On a été voir ça. Comment est-ce que les Belges ont vécu au-dessus de leurs moyens? On s'est dit, pour le voir, il faut voir l'évolution des dépenses publiques belges dans le temps. Est-ce que, comme ils le disent, il y a eu une explosion des dépenses à un moment donné, hein, on a trop dépensé, l'État a payé trop en sécurité sociale, en chômage, en dépenses en infrastructure, il a gaspillé l'argent, et donc la dette est apparue à ce moment-là. On regarde, voilà, vous avez les bâtonnets bleus qui montrent l'évolution des dépenses publiques ces 30 dernières années. Et la ligne ici, c'est ce qu'on appelle une courbe de tendance. Mais donc je suppose que vous voyez très bien l'explosion de la dette, des dépenses. Ou alors il faut prendre des champignons mexicains, et peut-être qu'on va voir quelque chose apparaître. Mais non, ce qui apparaît très clairement, c'est que les dépenses publiques belges sont restées très stables ces 30 dernières années, de 1980 à 2010, ces 30 dernières années. Et si on analyse, on affine un peu le raisonnement, on peut même voir ici par exemple une chose très intéressante, c'est qu'on voit tout au long des années 80, il y a eu une diminution quasiment systématique, jusqu'en 1990, des dépenses publiques. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est à ce moment-là que la dette explose. La dette explose au même moment qu'on réduit les dépenses publiques. Donc la conclusion, il y en a deux, c'est les Belges n'ont pas vécu au-dessus de leurs moyens, et deux, il n'y a pas de corrélation directe entre l'évolution des dépenses publiques et l'explosion de la dette publique belge. Une fois qu'on a prouvé ça, on peut réfléchir et discuter alors d'où vient la dette publique belge. Mais c'est très important de le faire ça. Alors, pour ceux qui veulent, on a écrit une carte blanche qui s'appelle « Non, les Belges n'ont pas vécu au-dessus de leurs moyens » pour répondre à M. Bruno Coleman, qui avait une fois de plus dans le soir, on lui avait donné la parole comme un économiste, prof d'université. Bon, on ne dit jamais qu'il a des postes et des mandats dans les administrations de grandes banques, que c'est lui qui a inventé les intérêts nationaux. Non, c'est un professeur d'économie indépendant et autonome. Oui, c'est ça. Et donc, il avait une fois de plus dit que les Belges ont vécu au-dessus de leurs moyens. Donc, on a répondu et on lui a montré cela. Et donc, on était très contents, le soir, elle a publié, ça a eu un peu d'écho, mais surtout, on se demandait, tiens, Bruno Coleman, quand même, hein, c'est pas n'importe qui, il va nous répondre. Et on le sait, il a mal avalé sa tartine le matin quand il a lu le journal, mais on se disait, il va nous répondre, quand même. Il va avoir la réponse à ça, il va me démolir. Eh bien, pas une ligne. Pas une ligne, ni sur son blog, ni sur son Facebook, ni ailleurs. Pourquoi? Ça, c'est ma vision des choses. C'est qu'il n'a absolument aucun argument pour prouver ce qu'il dit et ou contredire ce que nous, on affirme. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit rien. On le réinvite à la radio et il redit « Les Belges ont vécu au-dessus de leurs moyens, et les Belges ont vécu au-dessus de leurs moyens. » Et il continue. Et il passe au-dessus de ça parce que c'est son job d'expliquer qu'il faut se serrer la ceinture. Et donc, voilà. C'est pour moi, donc, vraiment, un des éléments clé pour combattre tous les gens qui sont contre nous, c'est ça, parce que vous savez que vous allez devoir faire face à ça. J'ai d'ailleurs donné, je le dis aussi, parce que une formation à des délégués de la banque Belfius, des délégués, et le gars, je l'ai revu quelques semaines plus tard, et il me disait parfait, je l'ai imprimé, je l'ai sur moi, et quand il y a des gens, je le donne aux banquiers, et ils ne savent rien dire. Parce que tout le monde pense ça. Donc c'est un élément clé à combattre. Donc après, on peut... Oui, ça, je passe. Ça montre que les Belges ont vécu en dessous de leurs moyens. Mais je ne vais pas le développer. Alors voilà, ici, on est un peu dans un dilemme.
j'en avais parlé à Vincent. Si je me lance dans l'explication de ces 5 points-là, d'où vient la dette, il y a 5 grands facteurs qui expliquent pourquoi on en est là aujourd'hui. Si je les développe vraiment, ça va prendre du temps et je vais devoir sprinter sur la fin. Or, la fin, pour moi, est plus positive, intéressante, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je peux essayer d'aller très vite. C'est bien expliqué dans le livre, donc je ne sais pas ce que... Ouais, j'essaye d'aller au plus vite. En passant peut-être, en fait, vraiment certains points ou en juste les mentionnant. Le premier, c'est lié, donc explosion des taux d'intérêt en 1980, c'est lié à ça. Ça explique ça. Vous savez, pour l'instant, on est dans une situation tout à fait bizarre où les Italiens, enfin l'État italien ou portugais, empruntent à des taux 5, 6, 7 fois plus élevés que la Belgique. Pourquoi est-ce que le peuple italien devrait payer 6 fois plus d'intérêt que le peuple belge? Déjà ça, on peut se poser la question de cette situation qui est bizarre. Et on se dit, oh, ces pauvres Portugais, je ne sais pas où on en est aujourd'hui au taux des intérêts, mais qui payent 6-7% d'intérêt sur leurs dettes quand ils font des emprunts au marché financier, c'est beaucoup. Hein, en Belgique, on est à 2% pour l'instant, quelque chose comme ça. Et les Portugais sont à 6, il y en a qui sont à 8, 9%. Hein. La Belgique, fin des années 70 et début des années 80, comme tous les pays du Sud, je ne sais pas si pour ceux qui se souviennent, Eric Toussal l'explique très bien dans la vidéo d'Arlon il y a 15 jours. La première partie est liée à la dette des pays du Sud, je vous invite à la visionner si vous voulez. Et il explique qu'un des éléments qui a expliqué la crise de 1982, où une centaine de pays du Sud se sont trouvés étranglés financièrement, ont dû faire appel au FMI pour avoir des prêts d'urgence à condition d'appliquer des programmes d'austérité qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ce que le FMI est en train d'imposer à la Grèce, au Portugal et aux autres pays. Ça n'a pas marché, ça a été un désastre. Hein. Mais un des éléments qui explique cette crise-là, c'est que les taux d'intérêt ont été multipliés par 4, par une décision unilatérale des États-Unis, qui voulait attirer des capitaux pour une série de raisons que je n'explique pas ici, qui sont expliquées par ailleurs dans d'autres endroits. Mais la Belgique n'a pas échappé à cette contagion mondiale de l'explosion des taux d'intérêt. Et écoutez, la Belgique, en 1980-82, a fait des emprunts sur les marchés financiers à des taux d'intérêt de 12, 13 et 14%. Et donc, il y a eu un effet, ce qu'on appelle en économie boule de neige, qui a fait que la première année, ça va, mais quand on rembourse une ancienne dette, on la remplace par une nouvelle, cette fois-ci, c'est à du 14%. Et donc, vous avez eu une situation où le paiement des intérêts de la dette, pour arriver à des montants jusqu'à 20 milliards, aujourd'hui on a 13 milliards, mais à l'époque, début des années 90, on était proche de 20 milliards d'euros qu'on payait aux créanciers parce qu'on avait emprunté à du 12, 13, 14% début des années 80. Et vous regardez ici, ce graphique-ci, parce que pour les personnes qui sont un peu plus âgées aussi, il y a parfois l'idée que c'est pendant les 30 glorieuses que la dette a explosé, qu'on a fait des grandes dépenses d'infrastructures, d'investissements. Voilà l'évolution de la dette en valeur absolue pendant 30 ans, pendant les 30 glorieuses, 45, 75. Donc ça augmente, ça fait même presque que doubler. Hein. Mais par contre, vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe entre 78, 82, 83, 84, explosion des taux d'intérêt. Et donc ce n'est pas le fait que les Belges ont trop dépensé, c'est que les créanciers, plutôt que de demander du 2, 3, 4%, se sont mis à demander du 12, 13, 14%. Et c'est ça qui a été le premier élément déclencheur de l'explosion de la dette, qui a d'ailleurs provoqué des plans d'austérité très durs dans les années 80. Voilà, premier élément. Deuxième élément, je vais vite dessus, parce qu'on le montre bien dans les dessins animés. Depuis 25 ans, et ça continue aujourd'hui, on fait des cadeaux, disons, aux grandes entreprises et aux riches. On pourrait leur prendre de l'argent, on décide de ne pas leur prendre. Non, non, ça va. Cette année-ci, vous ne devez pas nous le donner.
on a fait des intérêts notionnels, on diminue les impôts. Et puis alors on se retrouve dans une situation où l'État se dit « Ah mais j'ai pas assez pour boucler mon budget, je dois emprunter ». À qui est-ce qu'ils empruntent? À ceux qui ont les capitaux. Donc depuis 25 ans, on fait un double cadeau aux détenteurs de capitaux. D'abord, on leur permet de ne pas participer au pot commun. Et puis, on leur emprunte cet argent qu'on ne leur a pas demandé avec rémunération d'intérêt. Et ça c'est vraiment très important. Vous le savez, sur l'impôt des sociétés, par exemple, en 10 ans, l'assiette de l'impôt des sociétés a doublé et on prend la même chose aujourd'hui. Si on revenait 10 ans en arrière et qu'on rappliquait les taux sur l'impôt des sociétés il y a 10 ans, on aurait le double. Et il y a 10 ans, on n'était pas dans un régime bolchevique, communiste, hein, c'était pas... Donc, on a fait vraiment, c'est pas il y a 20 ans, c'est d'année en année, on met en place des politiques qui diminuent, qui représentent des manques à gagner pour les recettes fiscales. Politique monétaire socialement injuste, troisième élément, ça aussi c'est... Quand j'ai découvert ça la première fois, je n'y ai pas cru, mais en 1992, vous vous en souvenez, on a signé le traité de Maastricht, et donc on a signé tous ces articles, dont l'article 104. Article 104 du traité de Maastricht, qui est devenu l'article 123 du traité de Lisbonne, puisque le traité de Lisbonne a remplacé les traités précédents. Alors, le traité, l'article, vous l'avez ici, je vous l'ai mis, je crois. Ça, je passe. Voilà. Je vous l'ai mis comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Internet, si vous voulez que je vous envoie le diapo. Il dit une chose très simple. Les États ne peuvent plus emprunter à leur banque centrale. Ils sont obligés d'emprunter au marché financier, aux grandes banques. On a signé ça. Avant, ça ne veut pas dire qu'ils pouvaient, c'est pas parce qu'ils pouvaient qu'ils le faisaient, d'ailleurs ils ne le faisaient pas beaucoup, mais ils pouvaient s'ils le voulaient, ils avaient besoin de 2 milliards, aller trouver leur banque centrale, dire prête-moi 2 milliards à moi-même, puisque je suis la banque centrale, hein. Je prends les 2 milliards, à du 0%, à du 1% d'intérêt, ok, à du 1% d'intérêt. Je fais des investissements productifs, intéressants socialement, écologiquement viables, on pose des hypothèses un peu optimistes, on relance la machine, l'activité se met en place, on récupère tout de suite de l'argent via les impôts, les cotisations sociales, l'activité économique se relance, donc on se rembourse petit à petit à du 1% à sa propre banque centrale. À partir de 1992, c'est interdit. On ne peut plus faire ça, on doit emprunter au marché financier. Et donc on a calculé combien depuis le traité de Maastricht, donc ces 20 dernières années, je vous ai donné un chiffre tout à l'heure pour commencer, 313 milliards d'euros. C'est ce qu'on a payé aux créanciers depuis le traité de Maastricht. D'accord ? On a calculé la moyenne de ce qu'on a emprunté. 5,2% en moyenne. Pendant, je vous donne le chiffre, mais pendant toutes les années 90, on a emprunté à plus de 7%. 7-8%. C'est vraiment des taux très très élevés tout au cours des années 90. Mais en moyenne, ces 20 dernières années, c'est 5,2% au marché financier. Et ce qui a fait qu'on a payé 313 milliards d'euros. Admettons que la Belgique n'ait pas signé le traité et qu'elle ait continué dans une perspective sociale, écologique, etc., à s'emprunter à elle-même, à sa banque centrale, disons, à du 1%, eh bien, elle aurait payé 63... Elle se serait payée à elle-même, en fait, mais bon, admettons que la banque centrale... Elle aurait payé à la banque centrale 63 milliards et non 313, ce qui fait une économie de 250 milliards d'euros. Si on schématise, on peut dire que le traité de Maastricht a coûté 250 milliards d'euros d'intérêts au profit des créanciers ces 20 dernières années. Et c'est ça qui a évidemment été un des éléments clés. Je remonte. J'avance bien. Quatrième élément, je vais hésiter aussi parce que le sauvetage du secteur financier. Aujourd'hui, on en est à 35 milliards. On a injecté dans les banques 35 milliards d'euros. La Cour des comptes le dit. Toutes les injections de capitaux ont été
financée via l'émission de titres de la dette publique sur les marchés financiers. Donc, ces 35 milliards d'euros injectés dans les banques ont provoqué une augmentation de la dette de 35 milliards d'euros. Voilà, ça c'est clair. La dette entre la crise et aujourd'hui, 2007-2012, a augmenté de 100 milliards. Donc on est passé de 280 à 380 milliards d'euros. La dette a augmenté de 100 milliards d'euros. Plus d'un tiers est directement lié au sauvetage financier. Okay. Et les deux autres tiers, c'est quoi? Ben, c'est le cinquième élément. C'est la crise économique qui, rappelons-le, est elle-même le résultat de la débâcle bancaire. Ce n'est pas les travailleurs qui ont provoqué la crise économique. La crise économique est le résultat de la crise financière. Et pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de la dette quand il y a une crise économique? Bien, si l'activité se ralentit, si une entreprise tombe en faillite, elle ne paye plus d'impôts. Donc si l'activité globale se ralentit, les recettes fiscales diminuent. Ça fait diminuer les recettes. S'il y a une augmentation par ailleurs du chômage, ben, les dépenses sociales augmentent. Et donc ça crée une augmentation du déficit d'année en année, qui fait que d'année en année, la dette augmente. Et donc, les deux facteurs ici montrent bien, et ça parce qu'on est vraiment, là on est depuis la crise, quoi. Si on s'intéresse juste à la crise depuis 2007, on montre de manière très simple et très rapide que ce ne sont pas les citoyens qui ont provoqué l'explosion de la dette, ce n'est pas l'État qui a fait une explosion de dépenses sociales, etc. L'augmentation et l'explosion de la dette ces dernières années est directement liée à la débâcle financière. Les 100 milliards sont directement liés à cela. Alors je remonte un petit coup parce que c'est un des arguments contre lesquels vous devrez lutter, mais c'est très facile parce qu'il est totalement faux et qu'on a les chiffres, et donc je vous le donne. Si vous avez des gens comme Reinders et comme beaucoup d'autres vont dire oui mais attendez, c'est un investissement à long terme, l'investissement dans les banques. Et donc on va récupérer petit à petit. Au final ça ne va rien nous coûter. On a les chiffres, donc quand ils disent ça, ils mentent. Parce qu'aujourd'hui on a 35 milliards d'injections et les recettes, on en est à 8,6 de recettes liées au sauvetage. Parce qu'il y a eu des remboursements de prêts, ils ont payé des primes, etc., pour les garanties qu'on leur avait données, etc. Mais donc dans les recettes liées au sauvetage, on est à 8,6. Il en manque quand même un paquet. Ça fait 27 milliards qui manquent. Et je peux vous l'assurer, les 27 milliards ne vont pas apparaître comme ça du jour au lendemain ou réapparaître, on ne sait pas par quel miracle. Voilà un peu les 5 grands facteurs. On passe à la suite et à cette question qui est très importante. Faut-il toujours rembourser une dette? La réponse est oui, n'est-ce pas? Oui, il faut toujours rembourser une dette. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens honnêtes. Bien élevés, bien polis et honnêtes. Quand on s'est endetté, chers messieurs, dames, il faut rembourser. C'est normal. Vous avez emprunté de l'argent, vous devez le rendre. Comment voulez-vous voir les choses autrement? Nous sommes des gens fous. Et d'ailleurs, c'est ça qui ressort. Eh bien, je vous fais une bonne nouvelle. C'est très mal connaître le droit international que d'affirmer une chose pareille. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a plein de conditions où on peut ne pas rembourser une dette. Alors, globalement, il y a deux situations. La première, c'est que rembourser une dette peut être illégitime dans quelle que soit la nature de la dette. Parce qu'évidemment, si quelqu'un vous vole de l'argent et puis vous dit « Attendez, il faut me rembourser maintenant », c'est un peu ça qui s'est passé par les banques, parce que maintenant les banques, on les a sauvées et elles demandent qu'on les rembourse. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Mais si par exemple la dette a été contractée de manière démocratique, que c'est passé au Parlement, que ça a servi des projets intéressants, etc. Okay, donc vraiment ce qu'on peut appeler une bonne dette,
y compris les bonnes dettes, bonnes ou mauvaises dettes, la rembourser peut être illégitime. Pourquoi? Parce que le droit international dit quelque chose de très important partout dans les pactes, les traités. Il dit que les droits humains sont supérieurs aux autres droits. Et si on prend même la Charte des Nations Unies, donc le cœur même du droit international, la Charte des Nations Unies affirme, déclare, la Belgique a ratifié la Charte des Nations Unies, bien sûr, les droits humains sont supérieurs aux autres droits, et il rajoute, s'il y a un conflit entre un droit humain et un autre droit, c'est le droit humain qui doit l'emporter. Donc, les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers. Et donc, aujourd'hui même, tous les États du Sud de l'Europe, et moi je dirais même, y compris les États du nord de l'Europe, comme la Belgique, la France, pourraient affirmer qu'au nom du respect de la Charte des Nations Unies, au nom du respect du droit international, je suspends le remboursement de la dette. Parce que, oui, peut-être, c'est vrai, j'ai une dette financière, j'ai des obligations, bon, je vais faire un audit pour voir si elles sont vraiment vraies, mais j'ai des obligations à l'égard de banques, mais j'ai surtout ce qu'on appelle en Amérique latine et de plus en plus en Europe une dette sociale. Donc des obligations à l'égard de ma population en termes de satisfaction des droits humains. Et donc si je rembourse la dette, je ne peux pas satisfaire les droits humains de ma population. Donc, comme les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers, je suspends le paiement. Et je vous montre ici, et ça, d'ailleurs, je crois qu'il est dans la petite brochure de Boomerang. Moi, je trouve qu'elle est bien parce que moi, j'ai donc, comme Joël l'a dit, j'ai travaillé pendant des années et milité pour l'annulation de la dette des pays du Sud. Et donc ça c'est à fond pour la suspension de paiement. C'est dire, on ne peut pas attendre d'un État qu'il ferme ses écoles et ses universités et ses tribunaux, qu'il abandonne les services publics de telle sorte qu'il livre sa communauté au chaos, simplement pour ainsi disposer de l'argent pour rembourser ses créanciers étrangers ou nationaux. Il y a des limites à ce qu'on peut attendre d'un État de la même façon que pour un individu. Donc ça, c'est valable aujourd'hui même. C'est valable à l'instant même pour la Grèce, par exemple. Pour moi, c'est déjà valable pour la Belgique, mais ça, on peut en discuter démocratiquement. Mais on ne peut pas attendre d'un État qu'il détruise la sécurité sociale, qu'il ferme les hôpitaux, qu'il détruise les services publics pour rembourser les créanciers. Les Nations Unies l'affirment. Donc le droit international, c'est clair que c'est à la fois le reflet des rapports de force dans le monde dans lequel on vit, et on voit bien que c'est les règles de l'OMC qui dominent très largement les droits humains, mais c'est aussi un instrument de lutte dont on doit s'emparer pour pouvoir justement combattre. Voilà. Et alors, la deuxième catégorie, où là, ce n'est pas une suspension de paiement, mais bien la déclaration de la nullité de la dette. C'est-à-dire, cette dette est nulle et non avenue, et donc je n'ai pas à la rembourser. Je ne la rembourserai ni aujourd'hui, ni demain. Je la répudie, je l'annule de manière pure et simple. Et là, on peut dire qu'il y a globalement 3 catégories de dettes qu'on peut déclarer nulles et non avenues. Les dettes odieuses, ça c'est les dettes qui proviennent des dictatures. C'est une doctrine, je passe, mais c'est une doctrine qui dit que si un dictateur s'est endetté au nom de son peuple pour servir ses intérêts, s'enrichir personnellement, opprimer sa population pendant des années, quand le dictateur tombe, la dette tombe avec lui. C'est-à-dire, et la dette devient une dette personnelle du régime. Si vous voulez récupérer l'argent, vous vous adressez directement au dictateur et pas au nouvel État qui vient de se créer. Alors là, vous avez dans le Sud des dizaines et des dizaines de dettes odieuses. La dette de Ben Ali en Tunisie est une dette odieuse. On a un CADTM en Tunisie qui milite à fond depuis la révolution en Tunisie pour dire qu'il ne faut pas rembourser la dette. Et on la rembourse pour l'instant. Mais il y a une grande campagne pour faire un audit de la dette tunisienne et pour prouver noir sur blanc que la dette de la Tunisie est une dette odieuse qu'il ne faut pas rembourser. Y compris la Belgique s'est engagée, le gouvernement belge s'est engagé dans une résolution à auditer ses créances à l'égard des dettes des pays du Sud et de dire toutes les dettes odieuses, j'arrêterai de demander
qu'on me les rembourse. Bon, il n'a pas encore vraiment commencé le travail, mais il s'est engagé. On avance tout doucement. Donc dette odieuse, alors il y a des dettes odieuses en Europe. La majorité des dettes odieuses sont au sud, mais souvenez-vous, on a eu quand même une petite dictature en Espagne, avec Franco. On a eu une dictature au Portugal, avec Salazar. Et une dictature en Grèce, avec les colonels. Donc, et d'ailleurs, les mouvements sociaux espagnols, grecs et portugais travaillent sur cette question de dette odieuse pendant les dictatures, où souvent d'ailleurs ils s'endettent énormément pour se maintenir au pouvoir. Au même endroit, je crois qu'on était... Donc le deuxième type de dette qu'on peut ou même doit ne pas rembourser, c'est les dettes illégales. Là, c'est assez facilement compréhensible, c'est les dettes qui ne respectent pas la loi. Alors ça peut ne pas respecter la Constitution, le droit national, certaines obligations en termes d'endettement en matière de droit international, les obligations contractuelles. Je reviendrai sur l'exemple, mais je dis quand même très rapidement que dans les audits qui ont été faits dans le Sud, on a découvert des dettes illégales un peu partout. Au Brésil, en Équateur, on a fait un audit de la dette complet, et ils ont prouvé que 80% de la dette équatorienne était soit odieuse, illégale ou illégitime. Avec toute une partie illégale, c'est-à-dire pas de contrat, pas de signature sur les contrats, ou la personne qui est censée signer, c'est pas la bonne, ou une obligation de passer par le Parlement pour avoir l'aval du Parlement pour s'endetter, pas de preuve que c'est passé par le Parlement. Il y a d'autres pays en Asie, j'ai oublié le nom, je pourrais vous, si vous me demandez, je vous retrouverai l'exemple, où ils se sont endettés par exemple pour acheter des motoneiges. Et on a prouvé que c'était pas du tout pour satisfaire l'intérêt général, etc., mais c'était simplement pour de la corruption pure, quoi. C'était je t'achète ça, tu me donnes une commission, c'est pas grave, j'emprunte là, etc. Il y a des pays qui remboursent une dette dont ils n'ont jamais reçu l'argent. Certaines études ont montré que l'argent n'est jamais arrivé et ils l'ont remboursé avec intérêt. Donc c'est des dettes illégales, ça, je veux dire, il ne faut pas rembourser une dette dont on n'a pas reçu l'argent. Donc il y a beaucoup de types de dettes illégales, et alors il y a les dettes illégitimes, et là ce n'est pas un concept non plus tellement théorique, mais là c'est vraiment basé sur une obligation également dans le droit international, c'est l'obligation pour tous les représentants du peuple, les représentants politiques, de servir l'intérêt général. Une dette, quand un pays ou une commune ou une ville ou une région s'endette, elle doit le faire au nom de l'intérêt général. Si elle le fait contre l'intérêt général ou pour servir des intérêts particuliers, c'est une dette illégitime qu'on peut remettre en question. Et là, je reviens rapidement pour vous dire quand même que, pour vous montrer quelque chose ici, c'est que je vous ai montré qu'il y avait 5 grands facteurs d'endettement. En fait, mais il faut approfondir, mais si on analyse ça, on peut se dire, tiens, dans ces 5 grands facteurs d'endettement, tous ont servi les intérêts particuliers d'une classe particulière, à savoir ceux qui détiennent les capitaux. L'explosion des taux d'intérêt en 1980 a profité aux détenteurs de capitaux. La politique fiscale socialement injuste a profité aux détenteurs de capitaux. La politique monétaire socialement injuste a profité aux grandes banques, aux détenteurs de capitaux. Le sauvetage du secteur financier, c'est peut-être là vraiment ce qui nous paraît le plus illégitime, facilement montrable aux individus, aux citoyens belges. C'est, est-ce que c'est normal que ce soit les citoyens qui payent pour les conneries des banques, pour les conneries de Dexia? Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est l'ensemble de la population belge qui paye pour les conneries de Dexia. Donc c'est vraiment une dette pour nous qui est parfaitement illégitime. Et voilà, pour vous montrer que de l'illégitimité, rien qu'au premier abord, dans la dette publique belge, il y en a une très très grande partie. Alors, je passe au 5e point.
Et ça, c'est le deuxième combat qu'on doit mener. On vient de mener un premier combat qui est de dire, tiens, on ferait bien, on pourrait ne pas payer la dette. Et là, on doit faire face à l'argument, vous êtes fou, enfin, vous êtes malhonnête, hein. Une dette se rembourse toujours. Alors on a trouvé, ben non, regardez, une dette peut ne pas se rembourser. Et alors, quand on a fait ça, on a une deuxième contre-offensive qui va dire, et qui dit de manière très très forte partout en Europe, peu importe que cette dette en fait soit légale, illégale, légitime, qu'on a des arguments pour ne pas la payer, de toute façon, aujourd'hui, la finance est tellement puissante qu'on doit payer. On doit tout faire pour assurer les marchés financiers. Même si la dette est illégale, vous seriez complètement fou d'essayer d'affirmer qu'on peut ne pas la payer. Parce que si on ne la paye pas, dans les heures qui suivent, les agences de notation nous attaquent, le taux d'intérêt explose, tous les marchés financiers vont fermer les robinets, vont plus rien prêter, on va se retrouver isolé politiquement, médiatiquement, financièrement, et on va tomber dans le chaos économique pur et dur. Chaque fois, ils utilisent ça. Allez, quand on parle de crise systémique, c'est ça. Alors, attention, tout le système va s'écrouler, etc. On est là-dedans. Alors moi, je réponds toujours deux choses. Vous pouvez en trouver une troisième, bien sûr. Hein. Mais la première chose que je dis toujours, moi, c'est que ne venez pas nous dire qu'on va aller à la catastrophe si on rembourse. C'est le fait de rembourser qui nous mène à la catastrophe. C'est le fait, tous les pays, montrez-moi un exemple au sud, ces 30 dernières années, d'un pays qui a remboursé sa dette et qui s'en est mieux sorti. Donnez-moi un exemple, depuis la crise, d'un pays européen qui a été un bon élève comme le Portugal, et qui est en train de plonger le Portugal. Ça a été, on a dit, c'est un très très bon élève, le Portugal, vraiment, il applique à la lettre ce que la Troïka lui demande. Vraiment, c'était, on le félicitait, bravo, ah, ils ont du courage politique, ils font tout ce que la Troïka... Ils sont en train de plonger. Donc, c'est l'inverse. Il n'y a pas un exemple qui montre qu'un pays qui rassure les marchés financiers, qui se soumet aux exigences des marchés financiers, qui s'en sort mieux. Ils vont à la catastrophe. Et donc la docilité, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas docile, ça va marcher, mais en tout cas, si on est docile, ça ne marche pas. Donc, vaut mieux essayer autre chose. Et alors là, c'est le deuxième élément qui montre quelque chose dont on ne parle jamais dans les médias. C'est qu'un pays qui n'est pas docile peut gagner. C'est ce qu'on parle, quand on parle de la finance, on dit souvent que ce sont des monstres aux pieds d'argile. On peut combattre les marchés financiers et gagner contre eux. Alors, dans le livre, je développe tous les exemples. Je commence par le dernier, parce que celui-là, il n'est pas dans le livre. Je l'ai découvert après que le livre soit sorti. Et il est intéressant, parce qu'il met en évidence deux pays qui ont fait deux choix différents. Après la chute du mur de Berlin, 1989, il y a les pays de l'Est qui sont en difficulté financière, notamment la Pologne et la Hongrie. Elles sont au bord de la suspension de paiement. Donc il y a vraiment une perte de confiance et les banques ne veulent plus, sont en train de se dire on ne va plus prêter pour qu'elles puissent rembourser, etc. Donc on est dans une situation un peu comme la Grèce, quoi. Ils vont faire faillite. Il ne faut jamais dire ça parce qu'un pays ne fait pas faillite comme ça. Un pays peut ne pas rembourser, il ne tombe pas en faillite pour la cause. Hein. Et je le montre tout de suite. Deux pays, Pologne, Hongrie, qui disent à l'Union européenne on va arrêter de rembourser. Je veux dire, on ne saura plus. L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là? C'est pas grave, on s'en fout, vous n'avez qu'à payer. C'est clair. Et pour payer, vous allez appliquer un programme d'austérité que vous connaissez bien maintenant, le même qu'aujourd'hui, le même qu'avant-hier, le même qu'hier, c'est-à-dire licencier les fonctionnaires, licencier dans l'éducation, diminuer les dépenses de santé, geler les salaires, diminuer les pensions, diminuer les dépenses publiques, parce que tout cet argent-là ne sert à rien, c'est des investissements improductifs. Pourquoi est-ce que vous allez dépenser quand même dans l'éducation, payer des professeurs? Enfin, licenciez-moi un peu 10 000 professeurs, et l'argent que vous utilisiez pour payer les professeurs, vous allez le mettre de côté, et vous allez l'utiliser pour payer
les banques. C'est ça le programme d'austérité, c'est rien d'autre. Hein. Et la Pologne, la Hongrie dit « Ok, je fais ça. J'applique le programme d'austérité. » Un programme d'austérité très dur. La population se retrouve dans des situations vraiment très difficiles et le pays plonge dans la récession. Tiens donc, c'est étonnant. La Pologne, elle dit non, je ne paye pas. Et là, on lui dit non, mais vous dites non, mais c'est oui en fait. Hein, parce qu'ils sont habitués, je veux dire, on dit non, et puis en fait, vous payez, c'est ça, j'ai mal entendu. La Pologne dit non, je ne paye pas. Elle dit bon, ok, donc vous payez quand? Je ne paye pas. Et quand les Français disent non, hein, on dit non, et puis après c'est oui, donc ils sont. En fait, elle ne paye pas. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de très important. Et moi, c'est pour ça que, en tout cas, cet élément-là me pousse vraiment à dire que la suspension de paiement, c'est vraiment une bonne chose parce que ça change le rapport de force. Il y a une grande opacité, en fait, dans les marchés financiers, parce que c'est des grandes banques qui achètent les titres de la dette publique, et que ces grandes banques-là les revendent. Qui les revendent à d'autres, qui les coupent en petits morceaux, qui les séparent, qui les collent avec d'autres, qui les revendent à d'autres, etc. Donc les créanciers, y compris de la dette belge aujourd'hui, moi, les autres, on ne sait pas exactement qui c'est. Parce qu'il y a une opacité, il y a moyen de le savoir, hein, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'il n'y a pas moyen de le savoir. Il y a moyen de le savoir, et on va le savoir avec le travail qu'on va faire tous ensemble. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Comment faire pour le savoir? Une fois que la Pologne ne paye pas, les créanciers qui ont les titres de la dette publique polonaise, s'ils veulent récupérer leur argent, ils sont obligés de sortir du bois. Et c'est eux qui ont le papier. Et donc la Pologne tient bon pendant 3 mois. Elle est dégommée médiatiquement, déstabilisée. On lui dit, mais enfin, vous êtes un gouvernement irresponsable, vous faites n'importe quoi, vous allez plonger le pays dans la ruine. Elle tient bon. 3 mois après, les créanciers sortent et disent, on voudrait bien négocier. Ah ouais, ils ne savent pas faire autre chose. Et donc, ils se montrent. Et donc, ils arrivent à la table des négociations. Et ils viennent et ils font une proposition à l'État polonais. Qui leur propose de rallonger le délai de paiement. Donc, plutôt que de payer en 20 ans, on leur propose de, ça va, vous allez payer moins et vous payerez en 30 ans. La Pologne dit non. Non, mais là, attendez, vous avez vu, c'est oui. Non. 3 mois plus tard, donc négociation, déstabilisation, les créanciers reviennent une deuxième fois et disent, bon, on a réfléchi, on vous propose d'allonger les délais de paiement et de diminuer les taux d'intérêt. La Pologne dit non. Ça dure encore plusieurs mois et ils viennent faire une 3e proposition qui propose d'allonger les délais de paiement, de diminuer les taux d'intérêt et de supprimer une partie de la dette. Et là, la Pologne dit, là on discute. Et elle négocie une réduction de dette importante avec un rallongement de paiement pour le reste et une diminution des taux d'intérêt. Elle n'a pas dû appliquer le programme d'austérité et donc elle a une bouffée d'air frais, elle a un filet de sécurité sociale qui font que les gens ont un meilleur pouvoir d'achat et elle s'en sort beaucoup, beaucoup mieux que la Hongrie, qui a été docile à l'égard des marchés financiers. La Pologne a inquiété les marchés financiers plutôt que les rassurer. Et ça a été positif. Et les 3 autres exemples, je peux rapidement en dire un mot, mais montrent la même chose. C'est parce que le temps passe et que je m'emballe dans les exemples, je les développe un petit peu, mais je peux vers les 3 mois, il n'y a pas de problème. Je vois oui, mais... l'Équateur, voilà, on propose l'Équateur. Très bon l'Équateur, petit pays pauvre entre guillemets, ou appauvri ou exploité dans le cadre des rapports Nord-Sud depuis des siècles, mais petit pays entre guillemets pauvre, qui met au pouvoir Rafael Correa, un président qui est élu sur la base d'un programme progressiste, en rupture avec la logique néolibérale, et qui s'engage à une série de choses. Et un de ces engagements, c'est de dire « je m'attaquerai à la question de la dette ». Et effectivement, ça existe, c'est une bonne nouvelle aussi, il y a des gouvernements qui font des promesses, qui sont élus et qui respectent leurs promesses, ça existe. L'Équateur, très rapidement, met en place un audit intégral de la dette publique équatorienne. Il crée une commission internationale composée, intéressante parce que ce n'est pas juste des membres du gouvernement. Elle est composée des membres du gouvernement, de la Cour des comptes, du Parlement,
de mouvements sociaux équatoriens et d'experts internationaux, dont Éric Toussaint, qui est venu à Arlon il y a 15 jours, et qui a été, au cours de l'année 2006, 6 à 7 fois en Équateur pour fouiller. Ils ont ouvert les archives du ministère des Finances, ils ont fouillé et ils ont analysé toute la dette. Et ils ont, comme je vous l'ai dit, prouvé que plus de 80% de la dette était odieuse, illégale ou légitime, et ils ont invité le gouvernement à ne pas payer. Mais Rafael Correa n'a pas fait ça. Il a fait autre chose, qui était quand même très intelligent et qui a donné des résultats intéressants. Très rapidement, je crois après 2-3 mois, cette commission d'audit a été trouver Rafael Correa pour faire un premier bilan en disant vous allez être très content. On est en train de trouver des choses qui vont vraiment vous donner des arguments solides pour ne pas la rembourser. Et là, Rafael Correa décide de faire des interventions publiques, médiatiques, en disant attention, j'ai une commission d'audit, toutes les dettes qui seront illégitimes ou illégales, je ne les payerai pas. Et c'est là qu'il faut comprendre ce qui se passe sur le marché secondaire de la dette. Il y a un marché primaire, donc ça c'est tous les États qui achètent directement au marché financier des titres de la dette publique, mais une fois que ces grandes banques et grandes institutions ont acheté ces titres directement à l'État, ils peuvent les acheter et revendre d'autres sur le marché secondaire. On peut aller acheter des titres, les revendre et en fonction, c'est la loi de l'offre et la demande, et donc on peut acheter et revendre tous les titres que les grandes banques ont achetés. Qu'est-ce qui se passe quand les créanciers de la dette équatorienne entendent Rafael Correa? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les titres? Ils veulent les revendre. Bah, ils ont peur de ne pas être remboursés. Ils les proposent sur le marché secondaire. Qui veut les acheter? Personne. Première année d'université d'économie, la loi de l'offre et la demande, qu'est-ce qui se passe? Les prix, non seulement chutent, mais dégringolent. Jusqu'à 20% de leur valeur. On peut acheter un titre de la dette publique où il est mis 100 à 20 sur le marché secondaire de la dette. C'est là que Rafael Correa engage de manière secrète une banque privée française, la banque Lazare, et dit à cette banque Lazare, va me racheter ma propre dette à du 20% sur le marché secondaire. Et il se rachète sa propre dette, soit plus ou moins 60%, et quand il a une masse critique de sa propre dette, il fait une proposition aux créanciers, disant, écoutez, je vous rachète vos titres à 35% de leur valeur. Et les créanciers acceptent. Ils perdent 65%. Il faut comprendre comment un créancier, ce n'est pas un petit porteur, hein, c'est des grandes banques qui ont une vision à très court terme, qui ont déjà amorti, qui se sont déjà gavés sur les titres de la dette équatorienne toutes les années auparavant. Ils ont une vision à très court terme, c'est-à-dire ils disent si je leur vends maintenant, j'ai 20% sur le marché secondaire, on m'offre 35%. Je fais 15% de bénéfices. Je prends ces 35% et je vais directement les replacer sur des marchés pour l'instant qui pour moi sont très porteurs et je vais aller refaire ma mise sur d'autres marchés. Donc ils acceptent. Et Rafael Correa a réussi comme ça, non pas en rassurant les marchés mais en les inquiétant, à diminuer très fortement sa dette, mais surtout il a diminué les intérêts de sa dette, puisque comme il s'est racheté à lui-même, il ne doit plus payer les intérêts. Et donc il a économisé des milliards, c'était environ plus de 300 millions de dollars en intérêts de la dette qu'il devait rembourser. Et cet argent-là, et ça c'est encore ça qui est plus positif, c'est qu'il l'a utilisé, et les mouvements sociaux équatoriens le disent, il a utilisé cet argent-là pour améliorer les conditions de vie des Équatoriens. Il a investi cet argent-là, plutôt que de payer les créanciers, il a investi dans la santé, dans l'éducation, et donc c'est ça qui est important, c'est pas juste le plaisir d'ennuyer les créanciers. Il y a un objectif qui est derrière, c'est d'utiliser les ressources du pays pour améliorer les conditions de vie. Donc, à nouveau, et c'est un petit pays seul, hein, c'est pas parce qu'on se réfugie souvent ici en Europe de dire il faudrait que la logique soit européenne, etc. Là, c'est un petit pays qui s'est confronté au marché financier directement et qui a remporté une victoire. Alors l'Argentine, c'est très bon aussi, je le dis plus rapidement, mais en 2001, elle a fait la plus grosse suspension de paiement de l'histoire, 100 milliards de dollars aux banques, arrêtées de rembourser, 5 ans de négociations, pour finir, elle a eu plus de 60% de réduction de dette, après 5 ans de négociations, sans rembourser en Europe. On lui a dit qu'elle s'écroulerait, qu'elle tomberait vraiment totalement. Non seulement elle ne s'est pas écroulée, mais c'est vrai qu'elle était tombée en 2001, mais c'est pas le fait de ne pas rembourser qui a fait qu'elle est tombée, c'est la crise financière qui est apparue là, et elle s'est relevée, elle a eu un taux de croissance de 7 à 8% jusque 2010, donc vraiment un dynamisme économique très important, et
elle s'est passée totalement des marchés financiers. Elle s'est passée totalement... L'Argentine n'a plus émis depuis 2001 un seul titre sur les marchés financiers. Plus un seul. Donc elle a réussi à se développer économiquement en se passant des marchés financiers. Ça, c'est la grande conclusion de l'Argentine. Alors il faut analyser de manière plus fine, plus nuancée, etc. Mais ça montre que... Alors comment est-ce qu'il s'est financé? Non seulement en mettant en place des réformes fiscales lui permettant de capter la richesse intérieure pour financer son développement de manière interne. Alors là, on est à fond pour la Belgique, par exemple, on dit la FGTB, la CSC prouvent sans forcer aucunement, je veux dire, ce n'est pas des mesures révolutionnaires, que sans faire du tout la grande révolution, quelques réformes fiscales bien placées permettraient à l'État belge d'avoir 10-15 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses. On n'a plus besoin des marchés financiers, là. Et donc ça, et alors il a emprunté également à d'autres pays, comme le Venezuela, qui lui a fait des prêts à des taux intéressants. Et je dis juste un mot, alors là, sur l'Islande, c'est le seul pays aujourd'hui en Europe qui a inquiété les marchés financiers et qui a décidé de ne pas... Oui, mais ça, non, mais depuis la crise, la Pologne c'était en 1991, donc ça date plus. Depuis la crise financière, c'est l'Islande le seul pays qui a fait ça, qui n'a pas remboursé tout. Et on a voulu la déstabiliser de manière incroyable. Ils ont tenu bon, la population a imposé au gouvernement islandais d'abord de sauter et puis d'organiser 2 référendums pour dire on ne veut pas de l'austérité et on ne veut pas rembourser les dettes de ces banques-là. Ils ont gagné. Pour finir, la banque a trouvé elle-même l'argent et a assumé elle-même ses dettes. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'Islande est félicitée par le FMI. Le responsable du Fonds monétaire international pour l'Islande a fait un rapport disant que vraiment l'Islande était dans une bonne situation. Alors, elle ne l'a pas félicité pour ce qu'elle a fait, parce que sinon ça voudrait dire qu'elle l'a félicité pour faire exactement l'inverse de ce qu'il demande à tous les autres pays européens. Mais elle l'a félicité de manière comme ça, je ne sais pas si ce qui se passait chez cette personne, une dame qui est responsable. Donc au FMI, vous avez une personne qui est responsable pour chaque pays. Et donc, très bien, l'Islande, bravo. Et donc l'Islande va avoir un taux de croissance de 3% en 2013. Elle a des indicateurs les meilleurs pour l'instant, parce que voilà, c'est la seule qui a refusé de se soumettre. Je dis encore un petit mot là-dessus en disant que Islande, Équateur, Argentine, Pologne, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des gouvernements isolés ou des présidents isolés qui ont pris ces décisions-là. Toutes les décisions qu'ils ont prises en Argentine, en Islande, c'était à la suite de pression populaire, de mobilisation populaire très forte. Ce n'est pas un Nestor Kirchner, un révolutionnaire argentin qui s'est dit « Tiens, j'ai lu les livres du CADTM, c'est intéressant, je vais pas rembourser la dette ». Non, c'était soit il faisait une suspension de paiement, soit il faisait comme les 3 autres présidents précédents, il prenait un hélicoptère, parce qu'il ne savait pas sortir du palais présidentiel, et il rentrait chez lui en hélicoptère en démissionnant. La pression était forte à ce point-là, à ce moment-là. Donc c'était vraiment, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas penser qu'on va à un moment donné avoir un gouvernement en France, ou en Belgique, ou ailleurs, qui va dire « Oh tiens, j'ai lu le livre d'Olivier Bonfons », vraiment, on l'a donné, hein, donc il y a plusieurs ministres qui ont le livre, je ne sais pas s'ils l'ont lu, mais ils l'ont dans leur bibliothèque. Ah oui, oh, on va faire ça, hein, c'est une bonne idée. Non, ce sera le fruit de... Il faudra d'abord que 80% des Belges soient convaincus qu'il faut avancer dans cette direction. Et puis après, il faudra passer à l'étape supérieure en disant ben, on est prêt à s'affronter, en tout cas en marché financier, qui ne veulent pas du bien à la Belgique, on le voit bien depuis des années. Ce qu'ils veulent, c'est se gaver le plus possible et continuer indéfiniment. Voilà, je peux m'arrêter là ou faire juste un dernier point. Je vois qu'il y a une question là. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'effets secondaires quand un pays comme l'Équateur, qui est quand même pas dans une position stratégique importante, qui maintenant, on le sait comme l'ennemi de l'Amérique latine qui prend la place de Cuba face aux États-Unis? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un jour un embargo des États-Unis ou un isolement d'un pays? Il risque d'y avoir de retomber des effets secondaires sur l'économie des années à venir? Oui, donc là d'abord, dire ça,
et prendre conscience de ce risque-là, c'est bien prendre conscience que les marchés financiers ne sont pas nos amis. C'est-à-dire que dès le moment où on va ne pas les rassurer, ils vont utiliser, et c'est normal, ils n'ont pas les mêmes intérêts que les populations, ce n'est pas leur intérêt de faire ça, donc le risque existe, donc c'est pour ça que de nouveau par rapport à l'introduction que j'ai faite, il faut se dire, si je fais ça, il faut essayer, et notamment, c'est ce qui se passe en Amérique latine, c'est qu'il y a des alliances qui se font d'un point de vue régional pour adopter des politiques et s'entraider. Donc vous avez la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela, Cuba aussi, qui a fourni une aide très importante, notamment en termes de santé à ces pays-là. Et donc ils se prêtent de l'argent entre eux. Ils ont créé, par exemple, en Amérique latine, une banque du Sud, en disant, plutôt que d'aller emprunter au marché financier et d'utiliser nos réserves, de laisser notre argent dans les coffres de nos banques centrales, ou pire, d'acheter des titres du Trésor américain, parce que c'est ce qu'ils font, ben, ils ont créé une banque du Sud en disant, reprenons notre argent, faisons une banque latino-américaine, et essayons de créer les conditions pour pouvoir se passer des marchés financiers. Et donc, ok, vous allez nous attaquer, mais nous, on est prêts. De nouveau, on essaye d'articuler une série d'alternatives pour éviter, limiter les risques, etc. Alors, voilà, je peux juste peut-être terminer par ça. C'est par rapport à si on arrêtait de payer, quoi. C'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure avec l'Argentine. Si on reprend de manière très succincte le budget 2010 de l'État belge, il a eu des recettes, 172 milliards. Il a fait des dépenses, 175 milliards, 31. Donc il a ce qu'on appelle un déficit primaire, c'est lié aux dépenses sociales, de 2,54 milliards. Il n'a pas cet argent-là. Il a un déficit, il n'a pas. Il emprunte sur les marchés financiers pour trouver l'argent. Puis, il doit payer les intérêts de la dette. 12,3 milliards en 2010. Il ne les a pas. Il emprunte sur les marchés financiers. Puis, il doit rembourser le capital qui arrive à échéance cette année-là. 32,33 milliards. Il ne les a pas. Il les emprunte sur les marchés financiers. C'est ça qui fait dire au gouvernement européen aujourd'hui, au gouvernement belge dans ce cas-ci, qu'on est obligé de satisfaire et de rassurer les marchés financiers. Sans eux, on a un trou de 47,17 milliards. Si les marchés financiers décident de fermer les robinets de capitaux, on ne boucle pas notre budget, on a besoin, ils nous aident chaque année pour 47,17 milliards d'euros. Mais posons l'hypothèse, après on peut discuter, hein, mais posons l'hypothèse qu'il y a une suspension de paiement. Parce qu'on voit à un moment donné que la situation se dégrade tellement, et la pression augmente tellement, qu'on ne veut pas aller vers la Grèce, et qu'il y a une suspension de paiement. Bien, ok, les 32,33 milliards, ben, on ne les rembourse pas. On ne doit pas les trouver, puisqu'il ne faut pas les rembourser. Les 12,3 milliards, on ne les rembourse pas, puisqu'on fait une suspension sur les créanciers. Voilà, le premier gros camembert que je vous ai montré tout début. On a un trou, si on veut satisfaire les mêmes politiques, on a un trou de 2,54 milliards. Bon, voilà, on a un trou de 2,54 milliards, et on est alors dans une situation où, voilà, ici par exemple, mais il y a plusieurs chiffres qui peuvent tourner, mais moi, ici, les 7 mesures, ce n'est pas les 150 mesures du gouvernement qui vont nous trouver 2 millions par-ci, 500 000 par-là, 4 millions par-ci. 7 mesures, 43 milliards d'euros. Alors après, on ne peut pas les appliquer toutes directement, en même temps, il faut voir, etc. Mais on les a trouvés, les 2,54 milliards. Et on peut même en trouver plus. Donc ça veut dire que non seulement on peut boucler le budget, mais on peut améliorer les conditions de vie, augmenter les salaires des professeurs, augmenter le nombre de professeurs, augmenter la qualité des services publics, etc. Et je termine vraiment, ce sera ma conclusion, nous avons rencontré il y a un mois le directeur de l'agence de la dette belge. C'est celui qui, jour après jour, regarde, discute avec les marchés financiers, et c'est lui le grand responsable d'aller emprunter sur les marchés 2 milliards par-ci, 3 milliards par-là, rembourser les intérêts, payer le capital arrivant à échéance, etc. Quand on l'a vu, il m'a dit, oui, dans 2-3 jours, je dois trouver 2 milliards. Et donc il travaillait avec ses équipes pour trouver 2 milliards dans 2-3 jours, le moins cher possible, etc. On a fait une interview, on a essayé de le coincer.
On a essayé de lui poser des questions qui allaient le... On n'a pas réussi. Il était très fort, le bonhomme. Il maîtrisait très bien son sujet et il arrivait très bien à faire comme ça et en même temps à répondre. Donc... Mais à la fin, il a dit un truc et on s'est regardé, on s'est dit, ah, là, on est content quand même, on a bien fait d'y aller. On lui a posé, je lui ai posé, c'est moi qui l'interviewais comme auteur du livre, etc. Il y avait la caméra qui filmait et on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait du fait qu'il y a de plus en plus de mouvements sociaux en Europe qui sont favorables à une suspension de paiement et donc à ne pas rembourser. Est-ce que vous pensez que la Belgique pourrait ne pas rembourser? Et il a dit, ah ben oui, hein. Un pays, État souverain, peut toujours décider de ne pas rembourser sa dette. Les chars ne vont pas arriver. Bon, le gros problème, et pour lui c'était l'indépassable problème, c'est que les marchés financiers vont perdre définitivement confiance en la Belgique. Or, pour l'instant, on est dans une relation de grande confiance avec les marchés financiers, hein, puisqu'ils nous prêtent de l'argent vraiment à des taux très très bas. Donc, cette confiance-là, il ne faudrait vraiment pas la perdre. Et si, à un moment donné, on faisait une suspension de paiement, on perdrait la confiance des marchés financiers. Mais ça veut dire qu'une suspension de paiement combinée à des mesures fiscales qui permettraient de boucler le budget aurait pour conséquence de perdre la confiance des marchés financiers. Bon, l'Argentine l'a fait et s'en est très bien sortie. On ne peut pas faire de copier-coller. L'Argentine, c'est pas la Belgique, il y a un autre contexte, c'est en 2001, 10 ans auparavant. Il faut analyser la situation de manière aujourd'hui en tenant compte de la situation concrète, etc. Mais ça montre quand même qu'il y a des grandes possibilités. Et voilà, j'ai parlé beaucoup, je vous remercie beaucoup et je m'arrête là.